qu'on apprend que l'hélicoptère dont on ignorait à peu près le sort, on savait que les Américains avaient perdu un hélicoptère au-dessus du détroit d'Ormuz ces dernières heures. Eh bien, Donald Trump vient d'indiquer que ce sont les Iraniens qui l'ont abattu. On a vu les Iraniens bombarder Israël, décider de bombarder Israël parce qu'Israël bombardait le Hezbollah au Liban. On a vu les Iraniens s'en prendre à l'aéroport de Koweït, notamment il y a quelques jours. Là, on voit les Iraniens qui s'en prennent à un hélicoptère américain. Que cherche l'Iran? Les États-Unis viennent de verser 3 milliards de dollars à l'Iran. 2 jours plus tard à peine, un Apache américain, un hélicoptère, s'abat au-dessus du détroit d'Ormuz. Washington frappe l'Iran dans la nuit par punition du fait que l'hélicoptère a craché. L'Iran riposte sur 3 pays en même temps. Et pendant tout ça, les stocks de munitions américains sont à moitié vides. Je ne sais même plus comment expliquer la pression que Téhéran met sur Washington. Le monde entier regarde ça et c'est terrible. Abonnez-vous, likez et partagez. J'explique tout sur Penser le Monde. 3 nouvelles formations ont été rajoutées sur Holacraft et sont désormais disponibles. On vous apprend à être créatif en utilisant l'intelligence artificielle. Créer des musiques d'ambiance, créer des avatars chibi, créer des miniatures. Le tout en vous faisant assister d'intelligence artificielle pour aller plus vite mais rester créatif. Vous gardez la touche humaine. Sur Holacraft, vous trouverez aussi d'autres formations qui vous apprennent des compétences pratiques. Importer depuis la Chine vers l'Afrique, se lancer et vivre de YouTube, montage vidéo pro, création de dessins animés et j'en passe. Le tout sur la même plateforme et à des prix accessibles. Il est possible de payer facilement où que vous soyez dans le monde. Paiement par téléphone, carte bancaire, Google Pay, Apple Pay, aucune barrière. Vous pouvez commencer dès maintenant. Je mets le lien du site en description et en commentaire épinglé. Offrez-vous ou offrez à un proche une formation qui vous donnera un avantage de plus. Voilà, ceci dit, revenons au sujet. Les États-Unis ont transféré 3 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés à l'Iran. Donc, ils ont rendu l'argent de l'Iran à l'Iran. L'argent qu'ils avaient confisqué, qu'ils avaient volé. En échange de ça, ils veulent l'arrêt des tirs contre Israël. Trump a également promis à Téhéran qu'Israël allait réduire ses attaques contre le sud Liban. Pour matérialiser cet accord, un avion émirati a atterri à Téhéran transportant les 3 milliards de dollars en cash, juste après la fin des affrontements. Ce soir, effectivement, il dit qu'il n'a pas validé les frappes israéliennes. 2, il appelle... Les frappes de ce dimanche, sur la banlieue sud, c'est ça? Oui, absolument, les frappes de violence sur la banlieue sud. 2, il dit à Fox News, ce que je suggère à l'Iran, c'est maintenant que vous avez tiré vos missiles, revenez à la table des négociations, ça suffit, vous avez fait passer votre message en substance, donc maintenant il faut se remettre à la table et des négociations et à discuter. Et ce qu'il dit à Barak Ravid, ce journaliste d'Axios, c'est la chose suivante, je vais appeler Netanyahou tout de suite et lui dire de ne pas riposter. Selon des informations rapportées aujourd'hui, Abu Dhabi a facilité le transfert des États-Unis vers l'Iran de 3 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés en raison des sanctions, essentiellement afin d'empêcher l'Iran de mener des attaques contre Israël alors qu'il se défendait. Cela nous montre vraiment quelles sont les priorités d'Abu Dhabi. Nous voyons ce qui se passe au Soudan, nous voyons ce qui se passe en Palestine et plus récemment au Liban. Pourtant, Abu Dhabi et les Émirats arabes unis, au lieu de prendre des décisions diplomatiques visant à aider nos frères et sœurs de la Oumma, choisissent plutôt d'œuvrer à la protection de ce qu'ils considèrent comme la partie agressée dans cette situation. En surface, ça ressemble à un accord, une transaction de désescalade, un début de normalisation. Sauf que 2 jours plus tard, le 9 juin 2026, Trump publie un message sur Trust Social qui raconte toute une autre histoire. Dans le message, il accuse l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère Apache de l'US Army en patrouille au-dessus du détroit d'Ormuz le 8 juin. Les pilotes sont récupérés sains et saufs grâce à des drones navals américains, mais l'appareil, lui, est perdu. Autrement dit, d'un côté, Washington vient de verser 3 milliards à Téhéran. De l'autre côté, Téhéran vient, selon Trump, d'abattre un hélicoptère américain. Ce sont 2 facettes d'une même semaine, et c'est exactement ce paradoxe qui explique pourquoi la situation dérape aussi vite. Donald Trump avait prévenu, l'attaque d'un hélicoptère américain ne resterait pas impunie. Depuis quelques heures, des frappes américaines visent l'Iran. Des explosions ont été entendues près d'un port dans le sud du pays, mais aussi le long du détroit d'Ormuz. Cette mission constitue une riposte proportionnée à une agression iranienne injustifiée. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne hausse le ton et envoie un message à la télévision d'État. L'Iran préfère la diplomatie, mais nos soldats ont montré au monde que nous étions également capables de parler d'autres langages. De leur côté, les gardiens de la révolution répliquent et annoncent avoir pris pour cible une base militaire américaine en Jordanie
mais aussi à Bahreïn. L'armée jordanienne a fait savoir ce matin qu'elle avait détruit 5 missiles iraniens qui ciblaient une base américaine. Le CENTCOM confirme l'incident, mais l'Iran, lui, nie toute responsabilité délibérée. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, parle d'accidents, d'erreurs humaines, d'incidents dans le contexte de tensions, sans jamais revendiquer le coup. Et on sait très bien que l'Iran n'a aucun problème à revendiquer un coup. La presse iranienne rapporte la perte de l'Apache comme un fait, mais sans confirmer l'action iranienne. Des analystes notent l'absence de preuves indépendantes. Le flou est total sur qui a vraiment appuyé sur la gâchette. Je pense aussi que quelque part, il y a une volonté de vouloir masquer le fait qu'il vient de donner de l'argent à l'Iran. Parce que oui, immédiatement, cette information a étouffé le fait que Trump vient de donner 3 milliards à l'Iran. À l'intérieur, il doit y avoir une terrible bataille. Comment tu leur donnes de l'argent alors que tu disais qu'ils ont déjà perdu la guerre? Donc, ils trouvent un moyen comme ça de détourner l'attention médiatique. En tout cas, malgré tout, dans la nuit du 9 au 10 juin 2026, le CENTCOM a exécuté des attaques que Trump ordonne personnellement en réponse à la perte de l'Apache. L'opération dure environ 4 heures. 3 vagues successives d'attaques aériennes menées par des chasseurs US Air Force et de la US Navy avec des munitions air-sol de précision. Pas de tomahawk massif comme pendant l'opération Epic Fury. C'est une frappe limitée, ciblée, nocturne. 20 cibles visées au total, concentrées sur la côte sud de l'Iran face au détroit d'Ormuz. Les cibles sont toutes dans la province d'Hormozgan, la région qui contrôle l'entrée du détroit d'Ormuz. À Kachem, les batteries de missiles et des défenses aériennes sont frappées à plusieurs reprises. À Bandar Abbas, les bases navales et aériennes, les radars et les systèmes de défense aérienne sont visés. Ajax, à l'entrée du détroit, ce sont les sites navals et les radars. À Sirik, en plus des installations militaires, une tour de télécommunication et 2 réservoirs d'eau sont touchés, ce qui perturbe l'approvisionnement en eau locale selon les sources iraniennes. Des explosions ont également été signalées à Minab et dans d'autres régions côtières. Le CENTCOM, donc les Américains, présentent officiellement cette opération comme une réponse de légitime défense avec 3 objectifs. Neutraliser les menaces immédiates contre les forces américaines et la navigation internationale dans le détroit d'Ormuz, dégrader les systèmes de surveillance et de défense aérienne iranienne et punir les provocations contre les navires commerciaux. Un mot utilisé est proportionné. L'idée est de frapper fort sans relancer la guerre à grande échelle. Le cessez-le-feu d'avril tient encore, même s'il est fragile. L'Iran reconnaît ses frappes, mais minimise les pertes. Eux-mêmes, ils ont dit oui, ils ont frappé, mais les dégâts ne sont pas conséquents. Mais l'Iran insiste sur les impacts civils, l'eau et la communication. Mais comment? Vous détruisez nos réservoirs d'eau, pourquoi? La communication, maintenant, il faudra encore réparer ça. Pas de bilan humain officiel immédiat. Ce qui est confirmé des 2 côtés, c'est que les radars de surveillance, les stations de contrôle au sol et plusieurs systèmes de défense aérienne près du détroit d'Ormuz ont été dégradés. Ça a été détruit, plus ou moins endommagé. Il n'y a aucune frappe sur les sites nucléaires, aucune frappe sur Téhéran, aucune infrastructure pétrolière majeure visée. Les Américains ont délibérément tracé une ligne pour ne pas franchir le seuil qui fera basculer la situation en guerre totale. C'est cette attaque qui déclenche ce que l'Iran appelle sa riposte. Et quand on connaît maintenant ce que les États-Unis ont fait cette nuit, la réponse iranienne prend tout son sens. Les Américains ont frappé 20 cibles en 4 heures. L'Iran a frappé 21 cibles dans 3 pays différents, tous alliés de Washington. Le QG de Khatam al-Anbiya, le commandement opérationnel du corps des gardiens de la révolution islamique, annonce l'opération à l'aube du mercredi. La communication est claire. C'est une riposte directe à une agression américaine contre le sud de l'Iran. Le premier front, c'est Bahreïn. Le corps des gardiens de la révolution cible la 5e flotte américaine avec des drones. Encore oui. La même flotte qu'ils ont ciblée il y a quelques jours, là, ils l'ont reciblée. La 5e flotte, c'est la colonne vertébrale navale des États-Unis dans toute la région. Elle couvre le golfe Persique, la mer d'Oman, la mer Rouge, la mer d'Arabie et une partie de l'océan Indien. C'est cette 5e flotte qui contrôle le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Donc l'Iran répond en ciblant cette flotte censée les protéger. L'ironie est terrible. Deuxième front, le Koweït. La base américaine d'Al-Jarrah est frappée par des drones. Même logique que Bahreïn. Multiplier les théâtres simultanément pour forcer les défenses américaines à se disperser sur plusieurs points en même temps. Troisième front, c'est la Jordanie. C'est là que la frappe devient symboliquement la plus forte. Les gardiens de la révolution ciblent les hangars de F-35 de la base d'Al Azraq, ainsi que le centre de communication et de contrôle américain sur place. Ils affirment avoir détruit 4 objectifs, dont les hangars de F-35, à l'aide de missiles à longue portée à combustible solide. Donc, beaucoup plus d'avions F-35 sont désormais
complètement détruits ou sérieusement endommagés. L'agence phare précise que ce sont des missiles Khaybar Shekan, un missile balistique iranien conçu pour frapper des cibles durcies à grande distance. Toucher les F-35 en Jordanie depuis l'Iran, c'est démontrer une capacité de projection qui dépasse largement le voisinage immédiat du détroit d'Ormuz. Les Américains ont frappé pendant 4 heures. L'Iran répond depuis son propre territoire dans un pays frontalier à Israël. Base américaine visée, frappe contre des cibles iraniennes, hélicoptères américains détruits. On vous explique l'échange de tirs entre les États-Unis et l'Iran en plein cessez-le-feu, alors que des discussions pour mettre fin au conflit sont toujours en cours. En parallèle de ces 3 fronts offensifs, le corps des gardiens de la révolution annonce avoir abattu un drone américain MQ-9 Reapers dans le ciel de Jam, dans la province de Boucher, au sud de l'Iran. Le MQ-9, c'est le principal drone de surveillance et de frappe de l'armée américaine. Le perdre au-dessus du territoire iranien, c'est aussi perdre le renseignement qu'il collectait en temps réel. Le message final du QG de Khatam al-Anbiya est formulé avec un mot qui mérite une attention. Ils ont dit « Toute agression américaine se heurtera à des frappes encore plus intenses contre les cibles prédéfinies ». Prédéfinies ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cibles sont déjà dans les systèmes militaires de l'Iran. C'est déjà géolocalisé. C'est déjà intégré dans les calculs de tir. Donc, les missiles savent déjà où est-ce qu'ils vont aller si on appuie seulement sur un bouton. L'Iran ne menace pas de chercher les cibles si ça recommence, non. Il dit que les cibles sont déjà choisis et qu'ils vont simplement activer le protocole de destruction. C'est tout. La riposte iranienne est venue 1h30 plus tard, à 2h30 hors local, et puis une seconde vague de frappe à 4h et une troisième vers 6h, et les attaques semblent vouloir se poursuivre. En tout cas, selon Téhéran, il y a eu donc des attaques contre 2 bases américaines à Koweït, ensuite deux bases américaines à Bahreïn, la base Al-Salem, et surtout le siège du CENTCOM qui héberge la 5e flotte américaine, la plus grande base américaine. Et depuis la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, une base américaine, Al-Zaraq, a été visée, une base très importante en Jordanie, notamment où sont stationnés des avions F-35, et les gardiens de la Révolution affirment que les hangars de ces F-35 ont été visés directement, et donc parlent d'un succès important, et parlent également d'un drone MQ-9 qui a été abattu dans la région de Boucher, un peu plus au nord du golfe Persique. Donc pour Téhéran, il s'agit d'une réponse disproportionnée, mais dans le sens de l'Iran, puisque ce sont des bases américaines qui ont été touchées non seulement dans le golfe Persique, mais aussi en Jordanie. Ça veut dire qu'on joue l'escalade, et donc malgré les frappes de la nuit, la réponse de l'Iran est venue avec beaucoup plus de force. Les États-Unis ont présenté leurs frappes comme limitées et proportionnées. 20 cibles et pas de tir sur le nucléaire ni à Téhéran. Pas d'infrastructure pétrolière détruite. Ok. L'Iran a aussi répondu proportionnellement. 21 cibles sur 3 pays avec des missiles capables d'atteindre la Jordanie. Ce que les 2 camps appellent proportionné là ressemble de moins en moins à de la retenue. Et pendant que cette escalade se joue, il y a une réalité que les chiffres militaires américains rendent impossible à ignorer. Je m'explique. La riposte iranienne coordonnée sur 3 pays simultanément surprend beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes. Un pays qui vient de subir des semaines de bombardements intensifs, qui a vu certains de ses sites nucléaires frappés, ses infrastructures militaires frappées aussi, attaquées, et qui est encore capable de lancer 21 frappes coordonnées sur des bases américaines en une nuit. Comment c'est possible? La réponse tient en un mot, l'asymétrie. Et les chiffres qui sortent depuis mai 2026 montrent que cette asymétrie joue massivement en faveur de l'Iran. Pendant l'opération Epic Fury, les États-Unis ont tiré plus de 1000 missiles Tomahawk. Des centaines d'intercepteurs THAAD et Patriot ont été utilisés. Sans compter les attaques, les JASM et d'autres munitions de précision. Le bilan du Center of Strategy and International Study, confirmé par le Pentagone et relayé par le New York Times et Military Times, est sans appel. Pour plusieurs catégories clés de munitions, plus de la moitié des stocks américains pré-guerre ont été consommés, complètement brûlés. La reconstitution complète est estimée à 3 ans minimum. Et pourquoi ils pouvaient continuer? Pourquoi ils n'ont pas continué? Moi aussi, c'est une question que je... Ils ne pouvaient pas continuer parce qu'à ce rythme-là, il fallait ce qu'on appelle une pause opérationnelle. Vous ne pouvez pas courir un marathon au rythme d'un 800 mètres. C'est pas possible. Donc là, ils étaient à fond la caisse en recyclage d'avions, de bombardements et tout. Et il y a un moment où il faut changer les ailettes des moteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils étaient obligés de calmer le jeu. Militairement, ils étaient obligés de calmer le jeu. Ensuite, ils ont consommé des munitions de défense solaire
à un rythme qu'ils avaient absolument pas prévu. Et donc, ils ont consommé 3 ans, alors c'est variable selon, bon, en gros, 3 ans de munitions. Et leur problème, c'est que pour refaire la guerre à ce rythme-là contre l'Iran, ils pourraient repartir. Ils ont 2 porte-avions maintenant, comme ils avaient avant. Donc ils pourraient repartir maintenant. Ils pourraient repartir, mais ils consomment leur stock. Ils ont dépensé 1/3 des Tomahawks, ils ont dépensé je sais plus combien de... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ils vont quand même pas se mettre à poil, ils vont quand même pas bouffer leur stock sur l'Iran. Donc c'est une question de leurs obligations, leurs besoins ailleurs. Donc cette guerre est devenue hors de proportion. Et si vous voulez, c'est ce que vous décrivez, général, c'est ce que vous décrivez est fascinant parce que si ce que vous dites. Pour comprendre pourquoi est-ce que c'est un problème structurel et non pas juste un inconvénient logistique, il faut regarder les chiffres de production. Les États-Unis produisent environ 86 missiles Tomahawk par an. En quelques semaines, ils ont tiré plus de 1000 missiles, même en mettant les usines à plein régime dès demain. Le retour à niveau va prendre des années. Ce qui a rendu la consommation aussi massive, c'est précisément le modèle de guerre iranien. L'Iran tire des drones Shahed qui coûtent quoi? Quelques milliers de dollars l'unité. Pour les intercepter, les Américains utilisent des missiles Patriot à 4 millions de dollars l'unité. Multipliez ça par des centaines d'interceptions et vous comprenez pourquoi est-ce que le ratio coût-échange est aussi défavorable. L'Iran dépense peu pour forcer l'Amérique à dépenser énormément. C'est un calcul iranien extrêmement bien pensé. C'est une stratégie délibérée rodée depuis des années via les Houthis au Yémen et maintenant appliquée à l'échelle nationale. Le coût total de la phase active de la guerre est estimé à 40 milliards de dollars, rien que pour les munitions et les opérations directes. Le RUSI, l'Institut britannique de défense, chiffre à plus de 11 000 munitions de coalition utilisées seulement en 16 jours. Une intensité supérieure à tout ce que la guerre d'Irak et d'Afghanistan ont produit en termes de munitions de haute technologie par jour. Réaliser la dinguerie du truc. Le Pentagone minimise publiquement, ce qui est normal pour des raisons de sécurité opérationnelle. Mais en coulisses, des progressistes et des think tanks posent la question que personne ne veut vraiment officiellement entendre. Si la Chine décide de bouger sur Taïwan pendant que les États-Unis reconstituent leur stock, qu'est-ce qui va se passer? La fenêtre de vulnérabilité existe. Elle est temporaire, mais elle existe. Et Pékin lit les mêmes rapports que tout le monde. Voilà, c'est même déjà devenu public. La preuve, j'en parle. Les vrais gagnants de cette guerre sont Raytheon, Lockheed Martin et Boeing. Oui, les entreprises. Parce que les contrats vont affluer pour des années. C'est-à-dire, les investisseurs sont contents à souhait. Les perdants, ce sont les contribuables américains, les alliés européens qui attendaient des livraisons d'armes et qui vont devoir maintenant patienter. Et on a Taïwan en tant qu'aussi perdante qui se retrouve maintenant prise dans la file d'attente. Même les livraisons d'armes de Taïwan de 14 milliards ont été annulées par les États-Unis et la Chine continue d'être de plus en plus entreprenante en ce qui concerne Taïwan. La guerre contre l'Iran a en quelque sorte hypothéqué la capacité américaine à répondre ailleurs dans le monde. Pendant un bon moment en tout cas. Et ça, c'est le vrai bilan de cette semaine. Pas seulement un Apache abattu, pas seulement 3 milliards versés, pas seulement 21 bases frappées, non. Mais la révélation que la première armée du monde a des limites industrielles que ses adversaires ont appris à exploiter. Les États-Unis ont perdu la certitude que la supériorité technologique suffit à gagner et ça, c'est bien. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.